Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je travaille à Chambéry. Je suis médecin, disons, polyvalent et également infectiologue dans les services de chirurgie, ce qui permet d'avoir une bonne approche et une bonne entente avec les chirurgiens sur plein de problématiques. Beaucoup d'infections de matériel en pratique, mais également du pied diabétique, du pied vasculaire infecté. J'insiste sur le titre, vous allez voir que je mets dans le même sac le pied diabétique et le pied vasculaire parce que c'est des problématiques qui sont en fait très proches. Malheureusement, dans les études, elles sont souvent séparées, mais je pense qu'on peut considérer qu'on est dans un ensemble distinct. Je n'ai pas spécialement de conflit d'intérêt à déclarer dans cette situation. Donc, je voulais démarrer avec de la physiopathe juste pour insister le plus lourdement possible sur le fait que l'infection dans le pied diabétique, dans le pied vasculaire, elle intervient en bout de chaîne à l'issue d'une longue série de mécanismes physiopathologiques que vous voyez donc détaillés ici, le diabète et l'artériopathie par la neuropathie, la microangiopathie, globalement l'ischémie, y contribuent à entretenir l'existence de plaies. Ces plaies, elles sont donc par définition chroniques et on peut agir dessus en ayant une prise en charge globale des différents facteurs de risque. Cette plaie, bien sûr, c'est une porte d'entrée pour des infections aiguës, pour des infections chroniques, on va le voir. Et il y a également la dénutrition et puis des problèmes d'appui qui peuvent jouer sur l'ensemble de ces facteurs. On n'est pas du tout dans le cadre précis d'une infection, comme on dirait une pneumonie à mycoplasme ou une méningite à méningocoque ou que sais-je. Là, on est sur une situation où l'infection, elle est le résultat d'un ensemble d'autres facteurs et ça va être très important. Je vais passer en une diapo sur la prise en charge globale parce que l'intérêt de cette présentation, c'est de se focaliser sur la prise en charge infectieuse, mais elle n'a pas de sens si vous ne prenez pas en charge l'ensemble des facteurs. Donc forcément, le diabète à dépister, à équilibrer autant que possible, c'est pas toujours simple. L'artériopathie à dépister et à redépister. Je pense que le Doppler, c'est un examen non invasif et facile à faire, dont il faut surtout pas se priver, même s'il y en a eu un il n'y a pas si longtemps que ça, et à refaire parce qu'il peut y avoir des thromboses de stent, des thromboses tout court, des emboles qui sont nouveaux et qui peuvent expliquer une cassure dans l'évolution d'une plaie d'un patient diabétique ou vasculaire, connu ou pas d'ailleurs. La dénutrition, je pense qu'en médecine polyvalente, c'est une problématique qui est quand même ubiquitaire. C'est quelque chose qui est sur lequel enfin, c'est une problématique sur laquelle on est, je pense, rarement assez agressif et surtout dans les questions de plaie et le chaussage. Là aussi, c'est parce que j'ai une approche beaucoup en lien avec les chirurgiens orthopédiques et vasculaires, mais ils sont extrêmement insistants sur la qualité du chaussage. Parfois, on peut résoudre des problèmes de plaie presque exclusivement en prenant correctement en charge les problèmes d'appui. Et donc, une fois qu'on a balayé tout ça, qui aurait mérité sans doute des centaines de diapos, on peut s'intéresser à la prise en charge infectieuse, qui est donc une problématique plus spécifique. Ce qui tombe bien, c'est qu'il y a eu des recommandations de la SPILF en 2023, donc la Société de pathologie infectieuse de langue française, et on va utiliser le jeu de diapositives qu'ils ont mis à disposition, mais je vais en utiliser qu'une toute petite partie, vous allez voir pourquoi. Je vais vous montrer ce qui me paraît le plus important et je vais essayer d'être beaucoup plus synthétique pour la suite pour que ça vous serve en pratique. Déjà, les deux premières diapos qui me paraissent importantes, c'est celle de la définition, avec la définition de ce que c'est qu'une infection de plaie du pied du patient diabétique. Donc ça fait un acronyme un tout petit peu relou, mais c'est pas grave. C'est des définitions qui sont importantes. On enfonce un peu des portes ouvertes, mais parce qu'on va dire qu'il y a une infection quand il y a de l'œdème, quand il y a de la rougeur, quand ça fait mal, quand c'est chaud et quand il y a du pus. En tout cas, quand il y a au moins deux signes parmi ceux-là. Mais c'est quand même important de mettre des mots précis sur des impressions cliniques qui ne sont pas toujours précises. On va voir après que ces définitions, elles ont une large importance parce que quand il n'y a pas ces signes ou quand il n'y en a pas beaucoup, on n'est pas dans le cadre d'une infection et c'est différent. La deuxième définition qui est importante, c'est celle de l'ostéite et qui va nous permettre de se situer dans une toute autre histoire. Bien sûr, l'ostéite et l'infection de plaie du patient diabétique peuvent cohabiter momentanément, mais c'est deux problèmes qui évoluent en parallèle dans deux couches différentes du dossier du patient, si vous voulez. Et donc, ce qui va vous orienter vers une ostéite, c'est la chronicité des problèmes, c'est le fait que malgré votre prise en charge qui est globale, comme on a dit, vous avez fait bien attention à la nutrition, au diabète, à l'artériopathie, aux appuis, etc.
Malgré tout ça, vous avez l'impression que ça évolue pas bien et vous n'êtes pas content. Peut-être qu'il y a une ostéite qui se cache en dessous et qui explique que la plaie persiste. Et surtout, c'est la présence d'un contact osseux que vous pouvez rechercher cliniquement avec une curette au fond de la plaie ou même parfois vous pouvez voir une exposition osseuse. Les marqueurs sériques ne sont pas recommandés, ils insistent beaucoup là-dessus dans les recommandations. Et je pense que la radiographie qu'on voit souvent, c'est pas extrêmement intéressant quand on a un contact osseux ou un fort doute sur une ostéite. Donc, dans les recommandations de la SPILF et dans ce jeu de diapositives que je vous invite à consulter en tant que bible à laquelle vous pouvez vous référer en fonction de vos besoins, il y a une foultitude de diapositives avec des classifications internationales qui sont intéressantes, avec des arbres décisionnels, d'autres arbres décisionnels, des antibiothérapies multiples de plus en plus complexes, et finalement encore des arbres décisionnels. Et en fait, c'est des recommandations qui sont très buissonnantes, très complexes, parce que je pense qu'elles touchent à un sujet qui est extrêmement nuancé et qui se prête pas très bien à une approche exclusivement infectieuse. Et donc, en voulant être exhaustif, on finit par s'y perdre un petit peu. C'est pour ça que j'ai essayé d'être beaucoup plus synthétique, tout en respectant quand même l'esprit global, en vous distinguant donc deux situations principales qu'on va retrouver quand même tout au long de ces recommandations. En fait, il y a une infection aiguë qui va correspondre, pourquoi pas, à l'infection, à l'IPPPD, l'infection de plaie du patient diabétique, mais qui peut se présenter aussi sous la forme d'une infection globalement des parties molles, comme un érysipèle ou une fascite. Et ça, c'est donc une infection aiguë qu'il va falloir traiter de façon probabiliste, en règle générale. On va traiter de façon courte et simple, comme on traite une infection des parties molles, qui peut avoir comme point de départ une ostéite sous-jacente, c'est vrai, ou alors tout simplement l'existence de la plaie. Et puis, en face de ça, on va avoir l'ostéite chronique, qui peut être cachée en dessous, si vous voulez, mais qu'on va prendre en charge en différé, et j'insiste là-dessus, parce qu'en fait, cette ostéite chronique, il va falloir s'en occuper avec une prise en charge globale et sur documentation, donc c'est tout à fait différent. D'où l'importance des définitions qu'on a faites au départ, et vous le verrez après, l'importance des prélèvements. Je vais insister plus sur l'infection aiguë que l'ostéite chronique, mais on va voir. Donc, dans les recommandations récentes, il y a donc vous le voyez, une infection de la peau et des tissus mous, donc comme on a détaillé tout à l'heure, avec un traitement court, et un cadre plus chronique avec des traitements un peu plus longs. On va détailler ça dans les minutes qui suivent. Encore un peu de physiopathe. Quand vous avez un mal perforant avec une plaie chronique, vous avez donc votre os, des tissus sous-cutanés et de la peau, avec une petite inflammation locale qui peut évoluer, qui peut être variable dans le temps, mais on est dans une situation où ça va plutôt pas trop mal. Il y a une évolution naturelle qui n'est pas obligée de se produire, mais qui peut se produire vers une infection cutanée. Vous avez vu, j'ai mis la peau un petit peu plus en rouge, avec une inflammation locale qui dégénère et qui peut soit démarrer, qui démarre en général sur la porte d'entrée que constitue la plaie, et que vous allez soigner, comme on disait, avec une antibiothérapie probabiliste un petit peu courte pour revenir à la situation initiale. Quand vous revenez à la situation initiale, vous avez toujours votre mal perforant, toujours votre plaie, mais elle n'est pas infectée à proprement parler, d'où l'importance des définitions qu'on avait tout à l'heure, ou de l'impression clinique dont on parlait tout à l'heure, avec l'existence de signes locaux que vous constatez ou pas. Quand vous ne les avez pas, vous avez donc refroidi la situation, vous avez toujours un mal perforant, mais vous n'avez pas besoin d'antibiotiques à ce moment-là. Et c'est le moment justement pour prendre en compte les facteurs favorisants et essayer d'obtenir une cicatrisation progressive. Quand vous êtes dans la situation d'infection, il faut d'abord traiter l'infection pour refroidir et ensuite s'occuper des facteurs favorisants. Quand on est dans le cas où il y a une ostéite, je vous ai dit que ça pouvait cohabiter l'ostéite et le mal perforant. Vous avez donc la même situation, mais avec petit à petit des germes qui se sont installés dans l'os et qui prolifèrent. De la même manière, vous allez avoir une évolution vers une infection cutanée qui peut être une IPPD, qui peut être un érysipèle, une fascite, ce que vous voulez. En tout cas, ce sera une infection de la peau et des tissus mous. Et de la même manière, qu'il y ait une ostéite en dessous ou pas, vous allez vous occuper d'éteindre le feu, vous allez traiter avec une antibiothérapie courte pour revenir à une situation, entre guillemets, froide, mais froide avec une ostéite chronique en dessous. Et donc là, ça ne suffira pas
de s'occuper des facteurs favorisants seulement, il vous faudra diagnostiquer l'ostéite déjà, peut-être parce que les épisodes comme cela se répètent, et puis ensuite obtenir une documentation fiable. La documentation fiable, en règle générale, c'est un prélèvement osseux fait au bloc opératoire par un chirurgien dans l'idéal. Ou alors, ça peut être radioguidé par un radiologue interventionnel. Ça aussi, ça peut être très pratique. Vous allez faire une antibiothérapie qui sera donc documentée, qui ne sera pas du tout la même que l'antibiothérapie probabiliste. Et vous allez essayer de traiter définitivement cette ostéite. Bien sûr, là aussi, le traitement des facteurs favorisants, il intervient en même temps pour essayer de traiter de front tous les facteurs favorisant la persistance de la plaie. Il y a des chemins de traverse, parce que par exemple, si l'infection cutanée elle est grave et qu'elle implique l'intervention d'un chirurgien en urgence pour débrider, amputer un petit morceau, etc., vous pouvez avoir en même temps que le traitement de l'infection cutanée court, une documentation qui arrive à point nommé et que vous pouvez utiliser parce qu'elle est fiable, faite au bloc opératoire, etc., pour enchaîner sur un traitement long. On ne peut pas ne pas parler de la situation où finalement on ampute la zone qui pose problème et où on se retrouve à nouveau au propre, entre guillemets. Moi, c'est vrai qu'à force de travailler en chirurgie, j'ai une approche de plus en plus chirurgicale et je reconnais que quand on s'intéresse à des ostéites sur des orteils, par exemple, le bénéfice en termes de qualité de vie pour le patient, il est plutôt parfois du côté d'une amputation radicale que de traitements longs et de biopsies sur des tout petits os. Donc on revient, on a effectivement le traitement court, le traitement long, on va voir 3 semaines ou 6 semaines, ça dépend, et puis bien sûr l'amputation où on fait des schémas un petit peu plus rapides. L'infection aiguë, c'est ce qui risque, je pense, de vous intéresser le plus en salle, comme vous dites. Comme je l'ai dit, ça peut concerner plusieurs entités nosologiques différentes. On n'est pas obligé de se focaliser sur l'IPPD, parce qu'en soi, c'est une infection des parties molles. Dans le diagnostic, on a parlé tout à l'heure de la clinique, mais il y a aussi des prélèvements. À mon sens, les hémocultures, elles sont toujours intéressantes parce que ça peut permettre aussi d'avoir une documentation et d'ajuster un petit peu votre stratégie. S'il y a des collections, bien sûr, elles sont à ponctionner ou à évacuer chirurgicalement, et surtout, elles sont à rechercher parce qu'elles peuvent se cacher un petit peu dans les profondeurs du pied parfois. Or, ça constitue une indication chirurgicale et c'est important. Et ensuite, il y a d'autres manières d'obtenir des prélèvements, mais d'une manière générale, je considère que c'est plutôt à éviter. Il y a surtout l'écouvillonnage, fut-il fait après un lavage, même si vous l'avez mis en profondeur, etc. Vous allez voir que les prélèvements, même faits au bloc, même dans les meilleures conditions, ils ont une fiabilité qui est vraiment très relative. Et donc, ce qui est fait en dehors de ces conditions-là, c'est vraiment très difficile à utiliser en pratique. L'imagerie, je considère qu'elle n'est pas obligatoire. La radiographie en urgence, elle est complètement inutile. Par contre, il ne faut pas se priver d'un scanner si vous recherchez une indication opératoire, parce que c'est ça qui va vous orienter vers différents types de prise en charge en fonction de la gravité. Là, j'ai fait... alors, j'ai pas trouvé de photo suffisamment traître, parce que l'abcès de la voûte plantaire, comme vous en voyez un sur ce magnifique pied, ça peut parfois consister uniquement en un bombement de la voûte plantaire et on peut se faire franchement piéger parce qu'il y a simplement une asymétrie de la voûte plantaire. Et je vous invite à toujours regarder la voûte plantaire de vos patients parce qu'en fait, c'est un endroit du corps humain où il y a quand même de la place pour un abcès, pour qu'il se développe et pour créer une infection qui peut parfois vraiment dégénérer et devenir très grave. Et donc, vous voyez là qu'on est parti sur une infection de moignon d'amputation d'orteil qui a fusé vers l'intérieur du pied et qui a fini par créer un énorme abcès sous la voûte. Là, il est particulièrement évident, je veux dire, c'est quand même facile à voir qu'il y a un souci, mais il y a certains cas où c'est uniquement un bombement de la voûte plantaire et ça, pour le coup, c'est plutôt une indication de scanner et d'avis chirurgical. Voilà, c'était pour sensibiliser un peu. Là, c'est une belle lymphangite avec plutôt un problème de nécrose, alors qu'il est un petit peu caché derrière l'hallux, qui est encore à peu près sain, mais qui va nécessiter là aussi des résections et une intervention du chirurgien, d'ailleurs ici présent. Les indications chirurgicales en urgence, encore une fois, il ne faut pas les rater. C'est la nécrose, le purpura, la présence de bulles ou de décollement cutané ou de crépitation, vous savez, au niveau cutané. La présence de collection, on vient d'en parler, ou l'air que vous pouvez voir au scanner. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter. Le chirurgien il va procéder à l'évacuation et à la baisse de l'inoculum
par différents moyens. Et surtout, ça vous permettra peut-être d'avoir des prélèvements comme on en parlait tout à l'heure. Quid de l'antibiothérapie? Globalement, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, on se calque sur une infection cutanée des parties-molles. Donc c'est un traitement qui est simple, probabiliste. On va viser du staph, du strepto, des infections cutanées classiques, mais on va tenir compte de certains éléments. Ça se ressent dans les recommandations d'ailleurs. On va se poser la question de savoir si c'est un mal perforant qui est d'apparition récente ou s'il est très ancien, parce qu'on peut avoir une colonisation qui est différente dans ces différentes situations. On va se poser la question de l'allergie aux pénicillines et aux bêta-lactamines, parce qu'en réalité, c'est un problème fréquent, et maintenant, dans toutes les recommandations d'infectiologie, on fait gaffe aux allergies, parce qu'il y a beaucoup de patients qui se déclarent allergiques, et ça peut parfois vous créer des petits casse-têtes. Et puis, il faut toujours s'intéresser, quand vous faites ce type de traitement, aux antécédents de colonisation avec des germes particuliers. Donc, on pense en premier lieu au staph doré méticilline résistant, mais aussi au Pseudomonas aeruginosa, mais ça peut être tout un tas d'autres germes résistants en fonction de l'écologie de vos hôpitaux. Et ensuite, on va étager la prise en charge plus ou moins en fonction de la gravité. S'il y a une chose qui est à peu près palpable dans ces recommandations et dans la gestion du pied diabétique de façon globale, c'est que quand le patient va bien, que c'est pas trop grave, qu'on est en train de traiter une infection cutanée aiguë, et on reste sur des molécules simples, dalacine, augmentin ou éventuellement pristinamycine qui apparaît dans les recos. Il y a des préférences, par exemple la dalacine si c'est une plaie plutôt récente, l'augmentin si c'est une plaie plutôt chronique, et puis on évoque la pristinamycine en cas de présence de SARM. Globalement, vous pouvez mélanger, utiliser alternativement ces trois molécules, vous ne serez jamais dans le faux. Après, il y a tout un tas d'autres alternatives qui existent en fonction de tout un tas d'autres situations. Par exemple, si votre patient il a un niveau de gravité un petit peu plus élevé, on va préférer des traitements IV comme la ceftriaxone, le cefepime, l'astréonam. On va y additionner du métronidazole ou carrément utiliser de la tazocilline pour avoir une activité sur les anaérobies en fonction de s'il y a des gros abcès, s'il y a de la nécrose. Et puis, par exemple, on va préférer le cefepime ou la tazocilline si on a une colonisation connue à Pseudomonas aeruginosa, ou utiliser l'astréonam si le patient est allergique à toutes les bêta-lactamines, c'est-à-dire à la fois les pénicillines et aussi les céphalosporines. Et dans certaines situations, on va viser encore plus large, on va élargir sur le SARM et sur les entérocoques, etc. Ou tout simplement parce qu'on a de plus en plus peur de se tromper et de ne pas être assez large parce que le patient va très très mal. En fait, qu'est-ce qui nous incite à faire des traitements à large spectre? C'est le risque d'erreur qu'on s'autorise. Quand on a un patient qui va relativement bien, on a le droit d'essayer de mettre un antibiotique à spectre plus étroit. Quand on a un patient qui est en train de mourir, on n'a pas vraiment beaucoup de cartouches, donc on utilise d'emblée des molécules plus larges. Globalement, quand c'est grave, quand c'est atypique, ça paraît justifié de demander un avis infectieux, quel que soit le stade dans lequel on se trouve. Un petit point sur le score PENFAST, qui est évoqué dans les recommandations de l'ASPILF et puis qui est de plus en plus évoqué dans les services d'infectiologie ces dernières années. C'est un score qui vous permet de statuer si votre patient qui se dit allergique et que ça vous pose problème, ça vous permet de statuer s'il est vraiment allergique ou si c'est peut-être tout simplement qu'il a eu des boutons une fois ou un effet indésirable et que c'était pas si gênant que ça. Globalement, plus une réaction est ancienne, moins elle était sévère et moins elle a nécessité de traitement, moins il y a de chances que votre patient soit véritablement allergique. Bon, après, quand c'est mentionné dans la consultation d'anesthésie, que c'est vraiment clairement établi, il faut y croire. Les signes de gravité, on en a parlé, souvent ça coïncide quand même pas mal avec la nécessité d'un avis chirurgical. Et j'insiste, s'il vous plaît, sur la douleur, parce que on a une recrudescence en Europe et en France donc des infections à strepto A, donc à Streptococcus pyogenes, avec des fascites nécrosantes gravissimes. Elles n'ont pas plus de raisons de survenir chez un diabétique ou autre, mais en tout cas, quand on parle d'infection des parties molles, d'infection cutanée, parfois le premier signe véritablement de gravité, c'est qu'il y a une énorme douleur en premier lieu, avant la nécrose, avant les bulles, avant la fascite à proprement parler. Et c'est souvent ça qui fait qu'on a un petit train de retard sur ces patients-là. Donc là, je vous ai détaillé, j'ai essayé de faire en rapido les préconisations d'antibiothérapie dans l'infection aiguë. On va essayer de voir toute la nuance de l'ostéite chronique.
dont on a vu que c'était un traitement global sur documentation, et une antibiothérapie longue, bien sûr, comme c'est de l'ostéite, on doit pénétrer dans l'os, donc c'est un traitement qui est souvent prolongé, mais je précise, souvent c'est de petits os, souvent c'est des phalanges, des petits métatarsiens, et donc on n'est pas sur des durées équivalentes à une spondylodicite ou une infection de hanche. Il y a quelques grands principes qui sont à peu près vrais. Par exemple, le fait qu'on cherche à avoir une bonne diffusion osseuse en choisissant certaines molécules, comme la rifampicine, comme les fluoroquinolones, ou alors en augmentant la dose de molécules qui diffusent pas très bien, comme par exemple l'amoxicilline. Si vous visez un entérocoque, ça marche très très bien, mais par contre, il faut augmenter la dose. Et puis, deuxième grand principe, c'est l'activité antibiofilm, qu'on va voir un petit peu plus loin, mais ça, c'est un petit peu plus théorique. Je vous propose quelques secondes de vous mettre dans la peau d'un antibiotique, si tant est que ce soit possible. En fait, vous arrivez pour être le sauveur du patient, pour aller guérir son infection localement sur son pied, mais vous êtes chez un patient qui est artériopathe, et donc pour circuler jusqu'à la zone où vous devez vous rendre, eh bien, vous avez un réseau de circulation qui est vraiment pourri, avec des pontages, avec des embouteillages, avec des sténoses, avec des thromboses, et vous avez déjà du mal à accéder aux membres concernés. Comme le patient il est également diabétique, il a de la microangiopathie. Et du coup, quand vous arrivez dans les petites routes, les petits capillaires sanguins qui desservent la zone infectée, vous êtes sur des routes de très mauvaise qualité où c'est également difficile de circuler. Et une fois que vous arrivez dans la zone vraiment précise, vous vous rendez compte qu'il faut quand même aller jusque dans l'os. Et l'os, c'est pas comme si vous alliez dans le dernier village desservi par la petite route, c'est qu'il faut aller encore au-delà, un petit peu au fond des montagnes, dans des zones où il n'y a plus beaucoup de routes, plus beaucoup de monde, plus grand-chose, et donc ça devient de plus en plus difficile. Et puis pour finir la blague, chez certains patients qui sont vraiment avec des zones de nécrose importantes, vous arrivez là et on vous dit qu'il y a une infection là-bas au fond, mais globalement, c'est pas certain que votre action soit véritablement décisive. Donc c'était pour insister une nouvelle fois sur le fait que l'antibiothérapie, il faut qu'elle ait une bonne diffusion, il faut qu'elle soit suffisamment agile pour aller là-bas au fond, mais il ne faut pas non plus surestimer son impact. Le biofilm, bon ça c'est une illustration de la revue Nature, juste pour dire qu'il faut expliquer ce que c'est. Les bactéries, elles se fixent sur un support, bon, ça peut être une prothèse de hanche, mais ça peut être tout simplement de l'os, et elles aiment bien s'y fixer et sécréter autour d'elles une sorte de gélatine au sein de laquelle elles se sentent bien, elles prolifèrent, elles sont protégées. Et en fait, cette gélatine, elle est assez imperméable aux antibiotiques et aux défenses immunitaires. Et donc, c'est un facteur de résistance des bactéries aux antibiotiques, indépendamment des autres mécanismes de résistance. Et on dit qu'il y a certaines molécules, comme les quinolones, comme la rifampicine, comme la daptomycine, qui ont une assez bonne pénétrance dans le biofilm. Mais en réalité, ça, c'est des aspects qui sont plutôt théoriques parce que ça marche in vitro. Il n'est pas garanti que ça fonctionne aussi bien in vivo. Et donc, vous voyez que pour traiter une ostéite, il vaut mieux connaître des grands principes plutôt que des listes de molécules ou des listes de recommandations. Globalement, une antibiothérapie dans une ostéite, c'est une équation avec des tonnes d'inconnus, enfin, ou des tonnes de variables du moins. Vous choisissez une molécule, une posologie pour aller traiter une infection sur un site avec certains germes. Donc les germes, il peut y en avoir une certaine quantité, il y en a plus ou moins, et ça va déjà jouer sur la guérison. C'est des germes plus ou moins résistants qui peuvent faire du biofilm, etc. Votre molécule, elle a parfois le bon spectre, mais elle pénètre pas très bien dans l'os, ou l'inverse. Et il y a une certaine toxicité. Et tout ça va jouer aussi sur l'observance du patient, parce que quand on parle de traitement long de plusieurs semaines, c'est parfois difficile de faire tenir la chose au patient. Je vais passer très vite sur les recommandations précédentes qui ont existé, mais vous pourrez regarder dans le diaporama, globalement, elles sont toutes très floues sur la nature des antibiotiques à utiliser et sur la durée. Globalement, il y en a qui vont jusqu'à 3 mois de traitement, mais ça c'était en 2012, c'était avant qu'on commence à faire des réductions assez drastiques dans les durées d'antibiothérapie. Et puis, la plupart du temps, le traitement qu'on vous conseille, c'est tout simplement adapté aux germes, et malheureusement, on peut guère vous dire mieux que ça. L'infection de pied diabétique avec ostéite, il y a une étude lilloise assez intéressante par l'équipe de Eriksenville. C'est une équipe qui est quand même très branchée sur ce type de problématique, qui avait montré que l'un des facteurs de réussite du traitement, c'était l'existence de prélèvements osseux de bonne qualité, versus bien sûr l'écouvillonnage ou tout autre type de prélèvement. Donc ça, c'était pour insister lourdement sur le fait que des prélèvements de qualité sont importants, mais dans une revue de la littérature que la même équipe a faite, il remettait aussi un petit peu en question la qualité des prélèvements.
Et vous allez voir sur cette étude-là, que j'avais trouvé sympa, en prenant une cinquantaine de recoupes osseuses, de prélèvements osseux après des amputations, on se rendait compte que finalement l'histologie retrouvait pas systématiquement d'ostéite histologique dans le cas de culture positive, et qu'il y avait en fait finalement une assez mauvaise corrélation entre la présence de germes et l'existence d'une ostéite au sens histologique du terme. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de faux positifs dans les cultures, malgré le fait qu'elles ont été faites dans des bonnes conditions, avec des bons prélèvements. La bonne nouvelle des dernières années, c'est une étude suisse qui a été faite de façon très correcte, avec une étude prospective randomisée qui a comparé 3 semaines d'antibiothérapie dans une ostéite versus 6 semaines. Et ils n'ont pas trouvé de différence de pronostic. Et ce, en tenant compte du fait qu'ils ont utilisé des molécules comme l'augmentin, par exemple, qui n'a pas une diffusion osseuse incroyable. Alors que c'est quand même souvent recommandé, pour les raisons qu'on a dit plus haut, d'utiliser de la lévofloxacine, la rifampicine. On a quand même beaucoup des dogmes de ce type-là, qui apparemment, ils ne se sont pas beaucoup pris la tête avec ça dans cette étude-là, et ils ont eu un succès thérapeutique équivalent. Donc, on est obligé de mettre plein de mais quand on parle d'ostéite, parce que les prélèvements, ils sont vraiment indispensables pour guider le traitement, mais il faut les prendre avec certaines pincettes parce qu'il y a beaucoup de faux positifs. L'antibiothérapie, on nous dit qu'elle doit être adaptée aux germes, mais en fait, il y a parfois trop de germes pour les adapter, c'est parfois difficile et on ne sait pas toujours quels antibiotiques utiliser. Est-ce qu'il faut privilégier la diffusion osseuse? Est-ce qu'il faut privilégier l'adéquation avec le microbe? Et puis la durée, on s'oriente de plus en plus vers 3 semaines, peut-être un petit peu plus. Mais en fait, le problème principal, c'est que comme du point de vue physiopathe, il y a beaucoup de mécanismes différents, il y a peut-être des succès thérapeutiques qui sont en réalité liés à une bonne gestion des facteurs favorisants, et certains échecs d'antibiothérapie qui sont en fait pas liés à la mauvaise qualité du traitement, mais plutôt au fait qu'il y a une artériopathie qu'on n'arrive pas à revasculariser ou un diabète qu'on n'arrive pas à équilibrer. Je vais vous montrer l'arbre décisionnel qu'on a utilisé ici, qu'on utilise ici à Chambéry, qu'on a plus ou moins calqué sur les recommandations de l'ASPILF, du moins en tout cas il y fait écho. Globalement, quand on prend une ostéite de pied diabétique ou vasculaire, on se demande d'abord s'il y a des signes d'infection aiguë, comme on a vu, ou on traite 7 à 10 jours, comme c'était recommandé, pour retomber sur une situation sans infection aiguë, avec ostéite sous-jacente, mais sans infection aiguë. Une fois qu'on est dans cette situation-là, on peut programmer une chirurgie ou de la radio interventionnelle, avoir des prélèvements osseux, et ensuite partir sur vraisemblablement une antibiothérapie de 2 ou 3 semaines, en se réservant la possibilité de ne pas traiter. Nous, c'est peut-être ça qu'on a rajouté empiriquement, c'est si les prélèvements sont négatifs ou que l'évolution de la plaie est bonne, on peut se contenter de surveiller et de voir ce qui se passe, quitte à repartir sur une antibiothérapie, puisqu'on a des prélèvements, et donc on peut rejoindre l'arbre décisionnel à un moment donné. Donc l'antibiothérapie, on part plutôt sur 3 semaines, comme nos amis suisses, et là, en fonction de l'évolution, moi je distingue 3 situations. Soit ça évolue excessivement bien, et auquel cas on est même un peu suspicieux et on se demande si notre antibiothérapie elle était vraiment utile. Peut-être que c'est tout simplement qu'on a bien pris en charge les autres facteurs et que bon, bah, tout est bien qui finit bien. Soit ça évolue lentement, et auquel cas on peut rajouter 3 semaines pour tomber sur le 6 semaines de l'ostéite de pied diabétique de la SPILF. Soit ça va pas du tout, et dans ce cas-là, on n'est pas sur la bonne voie, on n'a pas fait le bon geste chirurgical, ou on l'a pas fait tout court, et auquel cas, il faut réévaluer complètement ce qu'on prévoyait de faire. Globalement, en fait, on a fait notre protocole à peu près en même temps que la SPILF sortait les recommandations, et ça colle à peu près. On a l'antibiothérapie courte, la possibilité de traiter 3 semaines. Alors la SPILF, il traite 3 semaines après traitement chirurgical partiel. Nous, on considère plutôt que finalement, le fait d'avoir fait le traitement chirurgical ou pas, et de considérer qu'il est suffisant ou pas, on s'en rend compte peut-être à l'issue de ces 3 semaines. Et auquel cas, on bascule sur les 6 semaines de l'ostéite traitée sans chirurgie quand ça évolue très lentement.
Et voilà, je vous laisse avec ça, avec une image assez brumeuse comme le sujet qu'on vient de traiter, mais avec des choses qui émergent et qui nous permettent quand même de nous repérer. J'espère que c'est votre cas. Et puis on va pouvoir répondre à quelques questions. Merci beaucoup, docteur Péju.